Alors Dominique Bouge, vous êtes luthier à Curtil-Saint-Saëns, Ouais. dans un petit village en Côte d'Or, un petit peu à 15-20 minutes de Dijon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites, depuis combien de temps vous faites ça et sur quel instrument vous travaillez? Alors, j'ai commencé la lutherie dans les années 80, à l'époque où la guitare se cassait un petit peu la figure, au niveau des ventes d'instruments, se cassait la figure. Et donc, il m'a fallu une bonne dizaine d'années, disons, pour oser me dire luthier. Et ensuite, j'ai travaillé sur Paris jusqu'en 2000. Et en 2000, je suis venu ici m'installer ici en Côte d'Or. Voilà, et je travaille essentiellement sur la guitare et sur des mandolines, guitare acoustique. Sur des mandolines acoustiques également, je peux les mettre ensuite électroacoustiques. Et puis je répare évidemment tout ce qui est à cordes, banjo, guitare électrique, violon, violoncelle, contrebasse. Voilà. Et vous travaillez sur quel bois alors? Alors je travaille, comme je le disais à votre fille tout à l'heure, c'est les résineux pour la table, donc de l'épicéa ou du cèdre. Pour le fond et les éclisses, c'est-à-dire les côtés de la guitare, il faut des bois durs, des bois qui renvoient le son, qui renvoient les vibrations envoyées par la table. Et donc là, c'est de l'acajou, de l'érable ondé ou du palissandre. Alors ensuite, il y a des tas de palissandres. Voilà, acajou, érable, palissandre. Voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà, ça c'est une table. C'est une table que j'ai retirée de la guitare parce que j'ai changé de barrage. Donc c'est plus une table que j'utilise. Donc ça c'est une table en épicéa, donc en deux parties. Là il y a un joint central au centre. Il y a la rosace qui est là pour renforcer la bouche, qu'on appelle la bouche, le trou. Et ensuite donc il y a les barrages. Les barrages qu'on trouve à l'intérieur de la guitare. Alors bon, ça c'est un barrage un peu particulier qui est fabriqué un peu comme un soleil si vous voulez. Donc j'ai mis une contreplaque ici sous le chevalet, ici une contreplaque, une barre qui se trouve pile poil sous le sillet de chevalet. Et donc le chevalet, quand on met les cordes, doit vibrer comme ça. Et donc j'ai fait ça de manière à ce que le son soit vraiment bien développé partout. Mais ici du côté des aigus, parce qu'ici ce sont les côtés des aigus, là ici les basses, ici on remarque qu'il y a beaucoup plus de bois, ou que le bois, ce côté-là est nettement plus stressé. Enfin, j'appelle ça stressé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de masse. Donc ça va favoriser les aigus. Là ça va vibrer nettement plus facilement si vous laissez. J'ai laissé libre ce côté-là. Il s'agit d'une table de quel type de guitare? D'une guitare classique, ça. Guitare classique, d'accord. Et donc ça, ce sont vraiment des barrages de renfort, parce que je considère que le haut de l'instrument, en fait, ne sert quasiment à rien au niveau des vibrations. Il sert au niveau du volume de l'instrument. Là, la guitare vient jusqu'ici, donc là, il y a un certain volume, mais toute cette partie-là ne doit pas vibrer. Donc c'est pour ça, là, je l'ai contreplaqué avec du cèdre. Et puis ça, ce sont des barrages de renfort. Et ça, ce sont vraiment les barrages, on appelle ça les barrages d'harmonie. Voilà. Et quand on a fini la table, généralement on la tape comme ça. Voilà. Pour la sonner. En fait. Voilà, pour faire sonner. Et ensuite, vous pouvez rajouter ou retirer du bois. Voilà. Oui, je vous parle de cette guitare. Ça, c'est un stagiaire que j'ai eu, un stagiaire qui a 27 ans, là, un Parisien. Et donc, il ne l'a pas faite chez moi, celle-ci. Il est venu faire une guitare, une Dreadnought, ça s'appelle. Il est venu faire une guitare chez moi, et ensuite il m'a dit je vais continuer. Et bon, j'y croyais pas trop, mais en fait, il m'a déjà ramené un instrument qu'il avait terminé, et donc il me l'a fait vernir. Et donc ça, c'est la deuxième qui termine chez lui, qui fait tout seul. Et pareil, il me l'a amené à vernir. Donc il l'a fait pareil en épicéa, avec du palissandre de Madagascar qu'il a acheté là. Voilà, un palissandre qui est très très beau. Voilà. Et donc là, je suis en train de le lui vernir, je suis en train de fignoler, de finir. Bon alors, il s'appelle Tom, enfin il appelle toutes ses guitares Tom, il s'appelle Thomas en fait. Et la seule critique que je ferais, c'est le manche. Il a un peu de mal à finir les manches, mais bon, le reste de l'instrument est très très bien fait, comme vous pouvez le voir. Les coupes à onglets sont belles, tout est bien fait. Ensuite, la sonorité. Alors la sonorité, la première qu'il a faite tout seul, sonnait apparemment très bien. On va voir, j'attends avec impatience d'entendre celle-là pour savoir si le résultat est le même. Parce que, si vous voulez, il essaye de fabriquer un peu comme je lui ai appris. Donc il fait mes épaisseurs, il fait les mêmes emplacements de barrage, il fait la même découpe.
Et bon, ça peut être aussi une histoire de chance. Donc après, moi je dis, il faut déjà avoir fait une quinzaine d'instruments, une vingtaine d'instruments, avant de pouvoir dire on a son son. Donc, voilà. 3 ou 4 couches de vernis cellulosique, c'est bon. Donc je reponce l'instrument totalement, de manière à ce qu'il n'y ait aucune tache brillante, que ce soit parfaitement mat. Et ensuite je le polis avec une machine qui se trouve de l'autre côté, je le polis, ou avec une pâte à polir. On peut le faire à la main aussi, mais c'est quand même beaucoup plus fatigant. Et donc je fais ça avec une machine. Alors allez-y. Donc oui, là, on est dans votre atelier, c'est ça? Oui, mais bon, là, ce que vous voyez comme instrument, là, il n'y a pas de... Là, les tournevis, tout ça, on trouve ça partout. Par contre, là, ce qu'il y a, oui, vous avez des couteaux de luthier, voilà, comme ça, des couteaux de luthier, ça on appelle ça. Ensuite, vous avez, bon, ce dont je me sers pour faire les manches. Voilà, c'est une vastringue. Voilà. C'est un peu comme une plane. C'est-à-dire la plane, c'était une boule de chaque côté, 2 boules et une grande lame. Et les gens s'en servaient comme ça. Mais c'est très très délicat à se servir, donc ça, si vous voulez, c'est une plane améliorée, c'est une vastringue, donc ça fait office un peu de rabot. Et donc là, vous tirez vers vous, vous modelez votre manche de cette manière-là. Bon, ensuite, là, ce qu'il y a comme outil, il n'y a pas... Le couteau de luthier, montrez-le, là, c'est le couteau de luthier, c'est ça. Donc voilà. Ça, c'est surtout, on s'en sert surtout dans les violons. Pour faire les crosses, pour faire les têtes de violon, on se sert de ça. Voilà, bon, ça, ce sont des alésoirs, hein. Ça, ce sont des alésoirs, donc ça permet de nettoyer les trous de mécanique, par exemple, de faire le trou à l'arrière, le trou si on met un jack. Ça, c'est un genre de laminoir, c'est pour donner une courbe aux futures barrettes qu'on va mettre sur le manche, sur la touche. Voilà, ça c'est une règle qui me sert pour les sillets, pour calculer l'espacement entre les cordes. Ça c'est une règle, voilà, une règle que je me suis fabriquée avec un angle, ici à 45 degrés, là à 90 degrés. C'est pour reprendre ici les barrettes, une fois qu'elles sont positionnées, pour leur donner un angle. Voilà, là c'est à peu près tout. Ça c'est un... Attendez. Voilà, ça c'est un outil pour couper le pied des barrettes, c'est-à-dire vous mettez votre barrette là ici et vous coupez le pied, c'est-à-dire vous lui faites un décrochement, une petite marche, quand il y a des filets extérieurs au niveau de la touche, là, voilà, comme ça. Voilà, ça c'est le comparateur donc, qui sert, qui permet d'aller voir à n'importe quel endroit de la table l'épaisseur, voilà, comme ça. Donc celle-ci, là on peut voir, vous voyez, là on est à 1,9. Voilà, ici on est à 2,2. Voilà. Alors, ça c'est un lapidaire. Voilà, ça on appelle ça un lapidaire. Bon, en fait c'est tout simple, ça permet de poncer des bouts de bois. Là, on peut les poncer sur une certaine hauteur. Voilà, c'est un outil indispensable maintenant. 650 mm, voilà, ça c'est une boîte à onglets qui a maintenant presque 30 ans. Voilà. Ça permet de faire les frettes? Oui, ça permet de faire l'emplacement des frettes. Mais bon, je m'en sers plus parce que, si vous voulez, au bout de 30 ans, j'ai fini par user, même en faisant très très attention, comme elle est en bois, donc j'ai fini par user la première barrette. Donc là maintenant, il existe des systèmes américains, des règles, voilà, qui se trouvent comme ça. Des règles qui sont en 650, 660 mm. Ensuite, il y a d'autres diapasons en pouces, des diapasons Gibson, des diapasons Fender, voilà. Et ça, tout ça, on a eu tout ça un peu grâce à Internet. Parce que Internet nous a fait connaître des fabricants américains, des fabricants de machines comme ça, américains. Donc il n'y a pas que du mauvais sur Internet. Non, il n'y a pas que du mauvais. Voilà, alors ça, voilà, ce sont des blocs d'acajou que j'ai rossiers. Voilà, c'est un bloc comme ça, par exemple. Voilà, c'était un bloc d'acajou comme ça. Donc, là, ce bloc d'acajou, je peux en faire des manches. Voilà, je fais un manche ici et un manche dans l'autre sens, de la même manière. Mais ça va être moins solide, mais c'est un look plus roots, comme ils disent, ou plus ancien, quoi. Et pour ça va être un manche pour faire le dobro, là, que j'ai de l'autre côté. Bon, ça c'est une rabot d'égo, hein, une dégauchisseuse, raboteuse.
Donc par le dessus on dégauchit les bois, et par en dessous, là, voilà, comme ça, je la mets en position raboteuse. Voilà. Et donc ensuite on peut passer les bois par ici à l'épaisseur désirée, c'est-à-dire 5 cm, 5 cm 3, voilà. Et ensuite, ici, on a une mini toupie. Une mini toupie, c'est-à-dire en fait, c'est une défonceuse qui se monte à l'envers, qui est montée à l'envers. Donc avec ça, on peut, avec une fraise bouffe-tout, on peut copier des gabarits, des choses comme ça. Ici, bah, ça c'est une scie circulaire. Là, une scie à ruban. Voilà, une grosse scie à ruban. Ça, c'est mon touvet à polir. Là, je polis les instruments là-dessus, sur ce touvet, voilà, qui tourne. Et on met de la pâte à polir sur les deux buffles là, et puis on polit l'instrument là-dessus. Ensuite, ça c'est une calibreuse, voilà, une calibreuse qui permet de passer les bois. Alors ça c'est très important pour les rablander justement, parce qu'à chaque onde, on ne peut pas le raboter, on peut le raboter mais en travers avec des rabots à dents, c'est très particulier. Donc ça nous permet d'avoir les rablandés à 3,4, 3,5, 3,6 comme on veut, 3,2. Bien, alors pour parler des moules, ben voilà les moules dans lesquels on fabrique l'instrument. Ça, ce sont des moules extérieurs. Donc ça c'est un moule d'OM, une orchestra modèle, ça c'est un type Martin. Oh, ben, ça c'est un moule qu'a fait un de mes stagiaires, voilà, c'est un moule ovation. Voilà. Il avait voulu, lui, que sa guitare ait la forme d'une ovation. Ensuite, ça c'est un moule jumbo, ça c'est Jumbo Jazz, ça c'est mes moules, c'est-à-dire c'est moi qui les ai dessinés. Donc c'est le modèle le plus gros que j'ai pour ma part. Ensuite il y a des modèles, ça c'est un jazz manouche. Voilà, bon jazz manouche, là il n'y a pas le pan coupé. Je rajoute un pan coupé là. Et un pan coupé qui est un peu assez carré. Voilà, au niveau des arrondis. Ensuite, ça c'est une jazz manouche. Voilà, ça c'est une Dreadnought. Dreadnought, la guitare. Une guitare d'accompagnement pour les chansons de bluegrass ou les chansons américaines. Au départ, c'était quasiment une guitare basse, et puis c'est devenu une guitare avec des solistes comme Tony Rice et Doc Watson. C'est devenu une guitare de soliste. Donc ça, c'est une assez grosse guitare. C'est une guitare qui était faite surtout pour accompagner et faire la basse, quoi, dans les orchestres. Et puis petit à petit, avec les musiciens qui se sont améliorés, ils sont devenus très très bons, donc c'est devenu une guitare à part entière, une guitare de soliste. Une guitare de blues aussi. Patrick Verbeek joue sur ce style de guitare. Voilà, ça c'est quoi? C'est une manouche. Ça c'était mon modèle studio que j'avais à l'époque avec Alain Guiguiner. Voilà, ça c'est un modèle qu'on avait créé tous les deux ensemble. Ensuite, ça c'est une Parlor. C'est une toute petite guitare, voilà. Alors, la Parlor, c'est celle qu'on va voir tout à l'heure. Vous allez voir tout à l'heure. Voilà, ça c'est un autre modèle, ça c'est une jazz manouche. Ça c'est une classique. Voilà, ça c'est mon modèle de classique, bon, qui est semblable à peu près à toutes les guitares classiques. Il n'y a pas eu vraiment d'évolution. Ah, ça c'est un fer à cintrer les éclisses, c'est-à-dire les côtés de l'instrument. Donc ça, ce fer, il y a une résistance à l'intérieur, ça chauffe, vous voyez, une forme de haricot, et on courbe les éclisses, on mouille les éclisses avant, et on les courbe comme ça à chaud sur le fer. Alors ensuite, on les présente face au moule, là comme ça. Ensuite, on met quelques serre-joints, et on laisse sécher, c'est assez rapide. Et ensuite, on met un bloc talon avant, un bloc talon arrière pour les réunir. Et voilà, la guitare, la guitare commence à être faite. Voilà, c'est ça que vous allez avoir. Voilà. Donc ça, je l'ai moulé dans ce moule. Alors ça, c'est une guitare Dominique Bouge. Ça, c'est une guitare Dominique Bouge, une Parlor. Alors, qui a une particularité, c'est que le bois de table, mais je l'ai fait exprès, véritablement exprès. Le bois de table n'est pas beau, c'est pas un bois que les luthiers utiliseraient. Mais je l'ai fait justement exprès pour montrer qu'on pouvait faire un bon instrument. J'espère qu'il est bon, j'espère qu'elle est bonne.
Et voilà, c'est pour avoir un bon instrument avec un bois vraiment pas terrible. C'était un bois de 3e choix, voilà. Avec un nœud, on voit un nœud ici, voilà. La fibre extrêmement large, mais ça n'empêche pas qu'on peut faire un bon instrument avec du mauvais bois. Bon, j'ai quand même mis une rosace en ivoire, voilà. Des mécaniques Waverly, donc des mécaniques haut de gamme, et puis voilà, c'est un palissandre des Indes tout à fait banal, banal, voilà. Vous avez en acre donc votre rose initiale. Voilà, c'est ça. Donc DB, voilà, Dominique Bouge. D'accord. Et vous pouvez expliquer comment vous incrustez la nacre? Ça, la nacre, on la découpe déjà avec une petite scie de joaillier, là, des petites scies de bijoutier. Et une fois qu'elle est bien découpée, reprise à la lime de manière à ce que toutes les arrondis, tout ça soit bien propre, on la dépose sur le bois, on dessine tout autour et ensuite on creuse le bois de manière à ce que l'incrustation rentre à l'intérieur. C'est le mot, quoi, incrusté.